Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du i5 12400F. Alors oui, il commence à dater un petit peu, mais voilà, je l'ai testé, je l'ai eu dans les mains, j'ai fait des tests assez rapides et je propose qu'on en parle tout de suite après l'intro. C'est parti. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur Azertech Hardware FR, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware. Et ici, on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui sortiront parce que ça te sera certainement très utile. Comme je vous ai dit aujourd'hui, on s'attaque au 12400F, un processeur de chez Intel qui est voué à être milieu de gamme, mais on ne se rend pas forcément compte de l'avancée qu'Intel a fait. Et moi, je voudrais souligner un petit peu ça en vous montrant un petit peu ce que vaut ce processeur. Alors oui, on va bientôt avoir les 13400F qui vont sortir, qui vont être juste incroyables d'après les specs qui sont fuités, on va dire. Donc voilà, on se doute que les 13400F seront encore plus cheatés. Mais déjà, le 12400F, s'il continue de baisser en prix, globalement, déjà là, il est très intéressant. Et quand il y aura les 13000, il va certainement encore diminuer de prix. Et là, il sera encore plus intéressant. D'où le fait que je sorte cette vidéo actuellement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu sur ce 12400F? On est ici sur un processeur Seeker 12 threads qui est orienté pour un TDP d'environ 65 watts. Et du coup, on se dit que forcément, c'est un processeur qui ne va pas avoir beaucoup plus de performance que ce qu'on pouvait s'attendre avant. Alors que c'est totalement faux ici. Alors au niveau de ses spécifications techniques, on a une fréquence de base ici de 2,5 GHz. Si on a un turbo à 4,4 GHz, certaines cartes mères vous permettront de jouer un petit peu avec les fréquences du bus pour pouvoir aller encore plus haut et l'overclocker un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Et des trucs assez sympas quand même sur certaines cartes. Et il me semble que chez MSI, vous pouviez le faire par exemple. Alors après, pour ceux qui veulent vraiment du détail sur le turbo, alors quand vous boostez entre 1 et 2 cœurs, vous aurez 4,4 GHz sur ces deux cœurs-là. Entre 3 et 4 cœurs, vous aurez 4,2 GHz sur ces cœurs-là. Et si vous boostez sur tous les cœurs, vous tomberez à 4 GHz sur tous ces cœurs-là. Encore une fois, si vous jouez un petit peu sur la fréquence du bus de certaines cartes mères, même en B660, vous pouvez overclocker un petit peu ce processeur. Au niveau du cache, on va se retrouver ici avec 18 mégas de cache, ce qui font que le processeur va être relativement performant sans pour autant être une grosse dinguerie, mais ça commence déjà à être plutôt intéressant pour pas mal de choses. Vous verrez tout ça. Sinon, au niveau de la mémoire, il gère de la DDR4 et de la DDR5, comme on pouvait s'en douter. Donc après, si jamais vous prenez le 12400F, vous n'aurez pas de puce graphique, donc ça sert à rien d'en parler. Puis si vous prenez le 12400 tout court, la puce graphique en général, c'est pas le truc que vous utiliserez le plus, donc je vois pas l'intérêt d'en parler plus que ça. Maintenant, bah, je vous propose qu'on attaque directement les tests en parlant d'abord de la plateforme de test, alors sur quoi je l'ai essayé. Je l'ai essayé ici sur une B660 Gaming X de chez Gigabit, qui est plutôt une assez bonne carte mère. J'étais assez étonné justement de voir la qualité de finition de cette carte. Je trouvais que pour une carte entrée de gamme, elle était quand même plutôt bien fournie. On va voir également justement au niveau de la RAM de la Corsair Vengeance 3000 MHz qu'à 16. Et puis bah, du coup au niveau de tout le reste de la plateforme de test, je vous invite à aller voir la description. Si le seul truc qui a changé c'est le SSD de stockage système, on est passé sur le SN570 à ce moment-là. Parce que c'était un PC d'un abonné. J'ai fait pas mal de bench justement uniquement sur des scores CPU parce que moi c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà, donc on a fait du Cinebench, on a fait du Geekbench, on a fait pas mal de choses. J'ai pas eu le temps de faire Premiere Pro malheureusement parce que le test a dû être très rapide. J'avais seulement 2 jours pour tester un maximum de pièces. C'était juste pour vous donner justement une petite idée de la performance qui est capable de révéler ce processeur-là. Donc, maintenant que vous savez tout ça, je vous propose de regarder les graphiques de performance et on en reparle juste après. Pour parler un petit peu justement de ce 12400F, pour conclure un petit peu tout ça, on voit qu'il a un Seeker 12 threads. En monocœur, il explose justement mon i7 10700K parce qu'on voit qu'il lui met 33% de performance dans la tronche d'une manière assez significative, hein, il n'y a pas grand chose à dire. Et par contre, en multicœur, on tombe quand même légèrement en performance puisqu'on est 9% moins puissant que le 10700K justement. Alors oui, c'est un petit peu moins puissant. Mais globalement, on a quand même 2 cœurs en moins et on n'est pas très loin niveau performance. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de ça environ 2 à 3 ans, on va dire, on conseillait un 10700K
pour aller vous faire du montage vidéo, tout ça. Et là, on voit que justement, on est très proche justement avec ce 12400F. Donc, il va forcément être plutôt intéressant pour tout ce qui est montage vidéo, tout ça. Alors, c'est un peu débile de dire ça et de ne pas avoir essayé Premiere Pro. C'est vraiment dommage que j'ai pas eu le temps d'essayer Premiere Pro, mais je pense que on aurait vu qu'il n'y avait pas tant de différence que ça entre les deux et que ça restait une très bonne offre ici. Et au niveau du TDP, est-ce qu'on a une chauffe particulièrement élevée? Bah, il y a écrit 65 watts avec un CTDP, donc en gros, vraiment quand il fait son plus gros turbo, sa mère, et ben il est à 127 watts, tu vois. Donc, c'est une consommation qui est particulièrement maîtrisée, qu'on va très bien calmer avec un ventirad. N'importe quel ventirad qui se respecte est capable de tenir ce genre de TDP. Donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Un ventirad que je vous recommanderais éventuellement pour ce processeur, les Thermalright Assassin Kings qui sont juste incroyables. Pour une trentaine d'euros, vous avez un refroidissement qui est plus que correct et qui va calmer les ardeurs de ce processeur de manière significative, vous pouvez me croire. Et bien entendu, c'est un ventirad qu'on a présenté sur la chaîne et que je vous mets juste là. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas de présentation sur ce processeur, vous aura plu. Oui, c'était très court. Vous n'aurez pas vu grand chose, mais c'était vraiment pour vous donner une idée des performances que révèle ce processeur. En jeu, j'ai pas essayé beaucoup de choses parce que personnellement, tester des processeurs en jeu, c'est utile, mais c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement, tu vois. Même si là on était sur un processeur dédié au gaming, ça aurait pu être intéressant, mais qu'encore une fois, j'avais pas forcément le temps d'essayer tout ça. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.